Dans cette vidéo, nous revenons sur l'analyse du Dr Rufin Mabiala autour du choix de financement agricole du Burkina Faso. À travers une lecture claire et structurée, il met en perspective le contexte économique, les orientations agricoles et les enjeux liés à l'autonomie alimentaire. Cette approche invite à comprendre les différentes options de développement, leurs implications à moyen et long terme, dans un cadre factuel, neutre et accessible à tous. 2,7 milliards de dollars américains. 2,7 milliards de dollars américains. Vous rendez compte? Il faut multiplier ça par 600, je crois, pour avoir le montant en francs CFA. C'est plus de 1000 milliards. 2,7 milliards là. C'est le montant que Ibrahim Traoré a refusé de prendre, a rejeté. Il dit, je ne veux pas de ce cadeau empoisonné. Je ne veux pas de cette dette empoisonnée. Je préfère ma souveraineté agricole. Je préfère mon autonomie agricole. Je préfère l'agriculture naturelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour comme ça, M. Traoré dit stop à l'empoisonnement de nos terres. Tout ce qui est engrais et grains venus de l'étranger, là, je n'en veux plus. Nous allons utiliser les engrais burkinabé, 100% burkinabé, qui viennent de notre sous-sol. Ne détruisez pas votre sol. Il faut plutôt l'enrichir, le nourrir. On va planter nos grains, on va utiliser nos engrais naturels à base du maïs naturel, notre propre maïs, pas le maïs génétiquement transformé, à base du sorgho, à base... Donc, tout ce qui est de la cendre, le fumier et tout, c'est ça que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de leurs engrais, les amis. Et Yindongo. Les gens disent, mais comment ça? Donc, c'est toute une ligne des camions qui ont été stoppés net. Les Occidentaux, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est d'empoisonner en fait nos terres. Ce qu'ils sont en train de faire jusqu'aujourd'hui, hein. Le Burkina Faso a ouvert les yeux. J'espère que les autres pays vont suivre. Tout ce qui vient de chez eux là, c'est pour nous détruire. Parce qu'ils n'ont plus rien, donc ils veulent nous détruire, nous empoisonner. Si vos terres ne produisent plus, comment vous allez maintenant encore vous nourrir? Là, en utilisant leurs engrais, vous savez quoi? Ces terres-là, vous plantez une fois, après c'est fini, vous ne pouvez plus cultiver ça. C'est le problème que Bill Gates a eu en Inde. Il est allé là-bas faire la promotion des engrais, des grains de Bill Gates, des semences de Bill Gates. Les Indiens ont planté ça. Après l'année suivante, quand ils veulent planter, ça ne marche plus. Toutes ces terres où ils avaient utilisé les engrais, les grains de Bill Gates, tout ça est perdu, incultivable. Au point où actuellement, Bill Gates ne peut plus aller en Inde. Il y a des endroits, s'il met pied en Inde, là, on n'attendra pas le gouvernement pour l'arrêter. C'est la population qui va régler ses comptes. Bill Gates. Et pourtant, en Afrique, c'est la même chose qu'il vient faire. Mais ces choses-là ont des effets après, et puis si les gens observent. Or, dans des gouvernements qui n'ont pas la tête sur les épaules, qui, pour eux, pourvu que c'est Bill Gates, on leur a donné un peu d'argent,
Alors ça y est, c'est bon. C'est une association de Soros, on leur a donné, ils ont 1 milliard qu'ils ont mis dans leur poche, mais même leurs enfants n'auront pas de quoi manger. Parce que ça, c'est pas fait pour que ça puisse avoir des effets immédiatement. C'est fait pour que ça puisse avoir des effets à long terme. Au final, vous n'aurez plus de quoi manger. Et pour manger, c'est eux qui doivent vous donner à manger. Et eux, quand ils vous donnent à manger, vous donnent du poison. Vous n'avez pas constaté que depuis un certain temps, il y a trop de maladies en Afrique? Depuis que le FMI est rentré, on a détruit nos agricultures, on a détruit notre système de nutrition. On nous a amené les poulets qui viennent de l'étranger, chez nous on appelle ça matak madende, on nous a amené leurs poissons pourris. Nous on a abandonné ce qui nous appartient. Ce que nous-mêmes, ce qui a fait grandir nos grands-parents. Vous avez plein de maladies bizarres. Même des enfants de 10 ans, des petites filles de 10 ans, développent des cancers, développent des fibromes, de ceci. Mais c'est quoi ça? La nutrition. C'est la nutrition seulement, les amis. Ibrahim a tout compris. Donc lui, il a arrêté ça. Il a refusé 2,7 milliards. Au début, les gens, même au Burkina Faso, les gens disent, mais il est fou ce type. Ça, c'est de l'argent qu'on nous amène ici, et puis toi, tu refuses ça. Il dit non. Il dit, on doit maintenant renourrir cette terre. 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, on a commencé à voir les changements. La production s'est multipliée par 2, par 3. À peine quelques mois. Les Burkinabés ont commencé à comprendre, ah, c'est comme ça. Amis africains, demandez à vos gouvernements d'ouvrir les yeux un peu. L'argent ne suffit pas. Vous allez vous amassez beaucoup d'argent, c'est très bien. Ça, il n'y a pas un problème. Vous êtes bien. Mais avec cet argent-là, quand vous partez là, vous n'amènerez même pas un franc. Mobutu est mort là, il n'a rien amené. Il a amené seulement le nom Zaïre. Il est parti avec. Mais il n'a rien amené du Congo. Et ce sera pareil pour tous ces dictateurs qui amassent de l'argent sur le dos des Africains. Vous faites souffrir vos peuples juste parce que vous voulez être riches, les plus riches. Voilà les conséquences. Donc Ibrahim Traoré dit, moi c'est la liberté, l'autonomie et la fierté d'être burkinabé, de manger burkinabé, en provenance du sol burkinabé. On nous a fait croire que non, quand vous faites ça, vous allez avoir plus de culture. C'est faux. Je suis allé au Congo, on m'a montré des grains d'arachide. C'est gros. Ah, j'ai fait ça, c'est quel grain d'arachide qui sont si gros? Ah, c'est ce que on nous a amené, les Chinois nous ont amené, les ceci, nous ont ah bon. Ah, ok. J'apprends quelques jours plus tard, ah, on a mangé l'arachide là, on a mangé le coulement de ventre, il y a ceci, il y a cela. Ah bon, oh. Mais continuez à manger, c'est bien, c'est moins cher. Pour vous éliminer tous, et puis eux, ils prennent là, ce qui vous appartient, les terres. Les amis, on ne peut pas continuer à être idiot à ce point. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer à être idiot à ce point. Donc, Ibrahim Traoré a prôné ce qu'on pourrait appeler le nationalisme agricole. Voilà, c'est ça. La souveraineté verte. Et aujourd'hui, les terres qui changeaient de couleur reprennent leur couleur initiale, la couleur rouge du Burkina Faso. Made in Burkina Faso. Les amis, le président Traoré a fait un travail exceptionnel, exceptionnel. On ne peut plus nous imposer quoi que ce soit. Soyez bénis. L'analyse proposée par le docteur Rufin Mabiala autour du choix du Burkina Faso de ne pas poursuivre un appui financier extérieur évalué à 2,7 milliards de dollars américains s'inscrit dans une réflexion plus large sur les trajectoires de développement agricole en Afrique. À travers ce cas précis, le docteur Rufin invite à dépasser la lecture immédiate d'une décision économique pour en explorer les dimensions historiques, structurelle et prospective, en mettant en lumière les arbitrages auxquels sont confrontés de nombreux États africains dans la définition de leurs priorités agricoles. Depuis les premières décennies post-indépendance,
l'agriculture a occupé une place centrale dans les stratégies de développement du continent africain. Elle demeure aujourd'hui encore le principal moyen de subsistance d'une part significative des populations, tout en constituant un levier fondamental de stabilité économique et sociale. Toutefois, les modèles agricoles adoptés au fil du temps ont souvent été influencés par des cadres de financement extérieurs, porteurs de méthodes standardisées, parfois éloignées des réalités locales. C'est dans ce contexte que la décision du Burkina Faso, telle qu'analysée par le docteur Rufin, prend une résonance particulière. Le docteur Rufin ne présente pas cette orientation comme un rejet global de la coopération internationale, mais plutôt comme une volonté de réinterroger les modalités de celle-ci. Selon lui, la question centrale n'est pas celle de l'ouverture ou du repli, mais celle de la cohérence entre les objectifs nationaux et les instruments mobilisés pour les atteindre. En choisissant de privilégier certaines approches internes, le Burkina Faso chercherait à renforcer sa capacité à définir lui-même ses priorités agricoles, en s'appuyant sur ses ressources humaines, naturelles et techniques. Cette analyse s'inscrit dans une dynamique historique où plusieurs pays africains ont progressivement pris conscience des limites de certains schémas de développement importés. Au cours des années 1970 et 1980, de nombreux programmes agricoles ont été déployés avec des ambitions élevées, misant sur la mécanisation intensive, l'usage massif d'intrants chimiques et l'intégration rapide aux marchés internationaux. Si ces initiatives ont parfois permis des gains ponctuels de productivité, elles ont également engendré des dépendances durables, tant sur le plan financier que technique. Le docteur Rufin souligne que l'un des enjeux majeurs réside dans la durabilité de ces modèles. Une agriculture fortement tributaire d'intrants importés et de financements extérieurs peut se trouver fragilisée face aux fluctuations économiques mondiales. À l'inverse, une stratégie fondée sur la valorisation des savoir-faire locaux, la fertilisation naturelle des sols et l'adaptation aux conditions climatiques propres à chaque région pourrait offrir une plus grande résilience à long terme. Dans son analyse, le docteur Rufin met également en avant la dimension environnementale. Les terres agricoles africaines constituent un patrimoine précieux, dont la préservation conditionne la sécurité alimentaire des générations futures. Une gestion attentive des sols, respectueuse de leur équilibre naturel, est présentée comme un investissement stratégique. Cette approche rejoint des pratiques agricoles traditionnelles longtemps marginalisées, mais aujourd'hui redécouvertes pour leur efficacité et leur compatibilité avec les écosystèmes locaux. L'aspect social occupe également une place importante dans la réflexion proposée. En favorisant des méthodes agricoles accessibles et adaptées, les politiques publiques peuvent encourager l'adhésion des communautés rurales et renforcer leur implication dans les projets de développement. Le docteur Rufin insiste sur le fait que la réussite d'une stratégie agricole ne se mesure pas uniquement en termes de rendement, mais aussi par sa capacité à améliorer durablement les conditions de vie des populations concernées. Sur le plan économique, l'analyse met en lumière la notion de marge de manœuvre budgétaire. En limitant certains engagements financiers à long terme, un État peut conserver une plus grande flexibilité dans l'allocation de ses ressources. Cela permet d'ajuster les politiques publiques en fonction de l'évolution des besoins et des contextes, plutôt que de se conformer à des cadres prédéfinis. Le docteur Rufin souligne toutefois que cette approche exige une gouvernance rigoureuse et une planification stratégique approfondie. La question de la souveraineté alimentaire, souvent évoquée dans les débats contemporains, est abordée par le docteur Rufin de manière nuancée. Il ne s'agit pas, selon lui, de viser une autosuffisance totale immédiate, mais de construire progressivement des systèmes alimentaires capables de répondre aux besoins essentiels des populations, tout en restant ouverts aux échanges. Cette vision pragmatique repose sur un équilibre entre production locale renforcée et intégration maîtrisée aux circuits régionaux et internationaux. L'exemple du Burkina Faso permet ainsi d'illustrer un mouvement plus large observé sur le continent africain, où plusieurs États cherchent à redéfinir leur rapport aux politiques agricoles globales. Cette évolution s'accompagne d'un intérêt croissant pour la recherche locale, l'innovation adaptée aux contextes africains et la formation des acteurs du secteur agricole. Le docteur Rufin souligne l'importance de ces investissements immatériels, souvent moins visibles que les infrastructures, mais déterminants pour la réussite à long terme. Sur le plan historique, cette réflexion fait écho aux débats qui ont animé les premières décennies d'indépendance, lorsque les dirigeants africains cherchaient à concilier héritages coloniaux et aspirations nationales. Les choix actuels peuvent être perçus comme une continuation de cette quête d'équilibre, adaptée aux défis contemporains tels que la croissance démographique, les changements climatiques et la transformation des marchés agricoles. Le docteur Rufin insiste également sur la nécessité d'une approche graduelle. La transition vers des modèles agricoles plus autonomes ne peut être instantanée. Elle suppose des phases d'expérimentation, d'évaluation et d'ajustement.
Cette démarche progressive permet de limiter les risques et de capitaliser sur les enseignements tirés de chaque étape. Elle favorise également un dialogue constructif avec les partenaires internationaux, fondé sur le respect mutuel et la compréhension des priorités nationales. Dans cette perspective, l'analyse du Dr Rufin se veut avant tout pédagogique. Elle vise à éclairer le public sur la complexité des décisions économiques et agricoles, en évitant les lectures simplistes. Chaque choix politique résulte d'un ensemble de contraintes, d'opportunités et de visions à long terme. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour appréhender les enjeux du développement agricole en Afrique de manière sereine et informée. En conclusion, le cas du Burkina Faso, tel qu'examiné par le Dr Rufin Mabiala, offre une occasion de réflexion sur les chemins possibles vers une agriculture plus résiliente et adaptée aux réalités africaines. Il met en évidence l'importance de stratégies fondées sur la valorisation des ressources locales, la durabilité environnementale et l'implication des communautés. Cette approche, sans exclure la coopération internationale, invite à repenser ses formes et ses finalités. L'avenir de l'agriculture africaine dépendra de la capacité des États à conjuguer savoir traditionnel et innovation contemporaine, ouverture et autonomie, ambition et pragmatisme. Comme le rappelle un proverbe africain porteur d'espoir, le futur se construit avec les racines du passé, mais le regard tourné vers l'horizon.